Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 5 de la saison 3 de La Roue du Temps sur Prime Video. Un épisode somme toute pas vraiment palpitant mais pourtant avec plein de petites choses très intéressantes j'ai trouvé à l'intérieur, même si certains personnages sont très peu exploités dans cet épisode à nouveau. Mais avant de commencer, évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé de ce vers quoi la saison va nous guider, et si la vidéo vous plaît évidemment, un petit like, ça fait toujours très plaisir. Et donc contrairement à la semaine dernière, un épisode dans lequel on retrouve plus ou moins tous les personnages, parce que la semaine dernière on était vraiment concentré quasiment exclusivement sur Rand et Moiraine. Là on retrouve un peu tout le monde, évidemment on commence par donc Rand et Moiraine, Egwene, tout ça avec les Aiel. L'épisode commence notamment avec Moiraine qui donc a récupéré le sac Arnen et qui commence à essayer de canaliser en s'en servant. Déjà d'une c'est assez joli et on voit que la puissance est au rendez-vous, même si on sent qu'il y a une absence de contrôle et tout. En plus Lan arrive juste après, il parle à la fois d'euphorie et d'une espèce de soif inextinguible, donc il y a un peu cette espèce de soif de pouvoir qui peut du coup aussi toucher la source, enfin les femmes qui du coup touchent la source féminine et pas uniquement la source des hommes qui est corruptrice, même si c'est celle-là qui a été corrompue par le ténébreux. Et ce qu'on découvre, ou plus ou moins ce qu'on comprend de ce que elle a compris de ses visions à l'intérieur des anneaux, c'est que la survie de Rand, alias le dragon, dépend de sa disparition à elle en fait. C'est que tant qu'elle est dans les parages, en gros, elle va lui mettre des bâtons dans les roues, elle va le pousser malheureusement à l'échec. Donc pourquoi pas. Est-ce que c'est lié justement aussi plus tard, puisqu'elle a une conversation en rêve, j'y reviens juste après par rapport à Egwene, mais elle a une conversation avec Moiraine, avec Siwan, et pendant cette conversation, Moiraine explique à Siwan que le seul moyen pour que Rand remporte la victoire, c'est que la tour s'associe à lui, ce qui était justement leur mission. Donc on en apprend un peu plus sur le grand plan, notamment qu'on avait découvert il me semble dans la saison 2, où on se rend compte que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que toutes les deux elles avaient mis en place ce plan, l'une à la tour, à la tête de la tour, et l'autre à la recherche du dragon, pour justement permettre la prophétie entre guillemets de s'accomplir. Et du coup c'est la raison pour laquelle elles ont sacrifié leur amour, tout ça. Donc c'est vrai que cette partie de l'épisode à la fin était assez sympa, assez émouvante. On comprend les enjeux qui les dépassent un peu, donc ça j'ai trouvé ça cool. Ça indique aussi, je pense, à terme que la trahison en fait de Moiraine au début de la saison, avec quand elle s'est associée à Lanfear pour les attaquer, tout ça, là où l'homme gris s'était infiltré pour quasiment tuer Nynaeve et tout. Je pense qu'ils vont finir par le découvrir de la même manière que du coup Moiraine a pu communiquer avec Siwan, puisque le titre d'ailleurs de l'épisode c'est le nom de ce royaume des rêves et tout, et une partie entre guillemets de l'épisode, même si elle est quand même très effacée, on la voit pas beaucoup, c'est autour d'Egwene justement, qui va enfin apprendre à maîtriser son pouvoir de voyageuse des rêves en gros, auprès donc des matriarches Aiel. Donc il était temps, ça fait je crois 3 épisodes qu'elle lui en avait parlé en lui disant c'est dangereux, fais attention, mais en même temps on te laisse galérer le temps d'arriver à la maison. Donc ça y est, elle commence à lui apprendre, et évidemment, comme à chaque fois dans cette série, je le dis je crois depuis la première saison, ils savent pas faire les phases d'entraînement, les phases de progression, de développement, même en magie, que ce soit à l'épée, en magie ou quoi que ce soit. Ils savent pas faire. Du coup, on la voit au tout début faire un truc, elle fait une petite erreur, mais en même temps elle est déjà très douée, et puis juste après, boum, elle maîtrise totalement son pouvoir. Justement, elle aide Moiraine à rejoindre Siwan dans ses rêves, et l'épisode se termine carrément sur elle qui fait une espèce de visite guidée de tous ses amis, enfin des rêves de tous ses amis. Donc la meuf, ça y est, en une journée, elle est méga cheatée, comme d'hab. Donc ça, j'avoue que c'est un peu le gros défaut de cette série. Tous les personnages féminins sont méga cheatés sans avoir à s'entraîner réellement, ou en tout cas on le voit pas, on nous le montre pas. Alors qu'il suffit d'un petit montage enchaîné pour montrer qu'elle se développe, qu'elle fait ça sur plusieurs jours, j'en sais rien, mais il y avait d'autres moyens de montrer que voilà, encore une fois, Egwene, Nynaeve, elles sont ultra pétées, et on n'a pas d'explication, c'est juste comme ça, ta gueule, c'est magique, littéralement. Mais du coup, ouais, ça m'a encore une fois donc un peu dérangé, même si j'avoue que la dernière séquence entre Moiraine et Siwan qui discutent, c'était émouvant, et juste après, quand on voit tous les rêves de tous les amis d'Egwene, c'est vachement sympa. Par exemple, on voit Nynaeve avec sa fille qui lui apprend un peu à communier avec la nature, à devenir plus une sage dame qu'une Aes Sedai, donc ça c'est cool, même si on voit pas son mari, surprise surprise. On a par exemple Perrine qui lui vit avec Fail et un loup, et il est forgeron à 2 rivières, donc voilà, il a la vie dont il a toujours rêvé depuis qu'il est tout gosse, celle qu'il avait d'ailleurs avant que tout dégénère, même si c'était pas la même femme, et pas le loup. On a notamment Matt, j'ai beaucoup aimé sa vision, surtout l'ironie de sa vision, puisqu'on le voit où enfin il a réussi à s'en sortir, et à rendre sa famille fière, et à pouvoir les mettre à l'abri, à s'en occuper et tout, notamment ses 2 sœurs. Donc ça c'est super cool. Et il y a sa maman dans la vision,
ce qui évidemment est hyper triste quand on a vu juste avant ce qui lui est arrivé. Et la dernière vision à laquelle on accède, celle qu'on avait vue il me semble dans une bande-annonce, elle arrive dans les rêves de Rand, dans ce beau paysage et tout, et sauf qu'en fait il y a Lanfear avec lui qui est en train de lui rouler des pelles. Et ça se termine là-dessus, donc en même temps elle avait capable de venir aussi cheater aussi vite, elle aurait peut-être pas interrompu Rand dans son rêve, donc voilà. Mais bon, je trouve que le personnage d'Egwene malheureusement est à la fois parfois hyper bien développé, notamment surtout dans la saison 2 avec toute son histoire d'esclavage et tout, ou même au tout début de la saison, et puis d'un coup, boum, elle devient méga cheatée, et elle n'a plus aucun, je trouve, intérêt en jeu, en tout cas en termes d'écriture et de scénario, donc je trouve ça dommage. Et du coup, tant qu'on y est sur Rand, dans cet épisode, on le voit pas beaucoup non plus, à nouveau, on le voit au tout début où justement les matriarches le valident en tant que Caracan. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai trouvé que Aviendha, bizarrement, depuis qu'elle a plus ses armes, qu'elle est destinée à devenir matriarche et plus une guerrière, eh ben elle est beaucoup moins jolie, elle est beaucoup moins charismatique, elle est beaucoup moins classe tout simplement. Donc pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une volonté de la rendre de faire un glow down à ce niveau-là, ou enfin bref, je sais pas trop du coup ce qui peut bien se passer. Bref. Et du coup Rand, qui donc est validé comme étant le dragon, le Caracarn, on voit que le poids lui pèse pas encore hyper lourd sur les épaules puisqu'il arrive encore à être positif, insouciant, il joue avec les enfants notamment et tout. Et puis boum, on le voit plus de l'épisode jusqu'à justement ce rêve avec un décor très joli, une très belle photographie j'ai trouvé sur ces plans-là. Comme à chaque fois qu'on est dans le monde des rêves, enfin dans les rêves, je trouve que la photographie est vraiment stylée. Lanfear arrive, petite conversation très intéressante aussi puisqu'on voit que Rand persiste à voir le bon côté de Lanfear. On voit aussi que clairement il a des sentiments pour elle, ce qui rejoint un peu ce que je disais dans une vidéo précédente. D'ailleurs, la playlist est disponible si jamais vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes. Et du coup, je trouvais que la relation entre Egwene et Rand, elle était un peu bidon, elle était pas très engageante et tout. Et effectivement, celle avec Lanfear, elle est vachement plus intéressante puisqu'en plus elle représente parfaitement, je trouve, l'ambiguïté dans laquelle se trouve Rand en tant que dragon, puisque elle-même, elle admet qu'elle aime son côté lumineux, mais en même temps, elle est fascinée. Parce que c'est de ça en fait qu'il est question depuis toujours par son destin hyper sombre. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de quasiment tous les dragons, parce qu'en fait elle a cette espèce de fascination pour le destin de destruction du monde du dragon. Donc ça j'ai trouvé ça vachement intéressant, cette espèce d'ambivalence. D'ailleurs, petit mea culpa, la semaine dernière je me suis effectivement trompé, vous avez été quelques-uns à me le dire en commentaire, donc merci. J'ai mélangé la dislocation du monde avec simplement la faille qui permet de libérer le dragon, le ténébreux de sa prison. My bad. Je vous l'avais dit, c'est plus très clair et en plus je crois pas en être arrivé là dans le bouquin, ou alors c'est que vraiment ma mémoire me joue vraiment des tours, en même temps ça fait longtemps. Donc voilà, donc effectivement ce moment très sympa de l'épisode dernier, c'était Lanfear qui libère le ténébreux, donc qui a un peu commencé tout ce bazar, et non pas la dislocation du monde. D'ailleurs, rapidement, petite parenthèse, rien à voir, mais comme je parle de Lanfear, ils ont une dénomination qui est très sympa de la part des Aiel, ils appellent ça les tisseurs d'ombre, c'est la même chose que les rejetés pour nous, entre guillemets, et j'ai trouvé que c'était assez stylé, et en parlant de noms aussi très sympa, ça va me permettre de faire le lien. On découvre justement aussi une autre appellation pour quelqu'un qui manipule la source. On a notamment les régentes des vents pour le peuple des mers, donc des navigateurs qui sont officiellement des piètres manipulatrices qui en fait sont méga fortes, et c'est très beau d'ailleurs la façon dont elles font ça pour contrôler les bateaux. Ils appellent ça du coup les régentes des vents. J'ai trouvé ça assez sympa, assez poétique. Et donc on est sur un bateau sur lequel se trouvent Mat, Nynaeve, Elayne et même Min, coïncidence ou pas, hein, qui n'en est pas une puisque c'est la chère d'Anirline qui l'a envoyé avec eux pour les espionner et plus ou moins les aider. Au final l'espionnage c'est pas son délire comme elle le dit, donc elle finit par les rejoindre directement puisque Mat se porte garant entre guillemets pour elle. D'ailleurs encore une fois Mat, je trouve il a la part belle dans cette saison. Bien plus que dans les saisons précédentes, je pense qu'il voulait pas non plus nous choquer trop avec le changement d'acteur, mais maintenant que c'est rentré dans la tête, il n'y a plus de soucis pour développer ce personnage, et donc je trouve que vraiment la relation avec Min, son développement personnel est vachement intéressant. Le fait que par exemple la discussion qu'ils ont sur les visions, sur le fait que certaines visions se réalisent de Min et d'autres pas, je trouve ça sympa. Évidemment ça va être développé je pense dans la suite, donc ça c'est cool. Le voyage, bon les pauvres ils souffrent, et quand enfin ils vont à la surface, on découvre un peu tout cette espèce de lore autour de ce peuple de la mer, des navigateurs avec donc les régentes des mers et tout. Style de manipulation de la source que va utiliser Elayne dans son rêve plus tard. Sur le moment, je me suis dit, vu que c'est je crois le premier
le premier rêve dans lequel, un des premiers rêves dans lequel se trouve Elaine. Et sur le moment, je me suis dit, oh, stylé, elle est déjà en train d'apprendre leur façon de faire et tout. Donc ça va pouvoir lui donner un style différent de manipulatrice, d'Aes Sedai et tout. En fait, non, c'est juste un rêve, mais pourquoi pas, le concept avait l'air de lui plaire. Et c'est justement là qu'elle est avec Aviendha. Donc ce passage est plutôt sympa. Pour l'instant, on n'a pas vu non plus grand chose. On est plutôt sur de la relation interpersonnelle. On a même la capitaine du bateau qui fait une espèce de prophétie. La meuf, elle est ultra psychologue. Elle voit clair dans le jeu de Elaine et de Nynaeve, mais on sait pas de laquelle des deux elle parle à chaque fois, donc c'est vachement sympa aussi. Puis très vite, ils arrivent à Tanchico, donc la ville où ils devaient aller. Et évidemment, il y a que Min qui connaît cette ville, donc c'est un peu le moyen pour laquelle elle se fait accepter dans le groupe. Ville très dangereuse apparemment, c'est un peu la dernière info qu'on a là-dessus. On voit que c'est un peu craintu parce que c'est un bouge, contrairement aux autres villes qu'on a pu voir qui étaient quand même assez jolies. On retourne un peu dans le style des premières saisons, notamment la ville minière là où c'était vraiment un bouge. Et ça finit sur ça, donc probablement que dans l'épisode suivant on va voir à quel point cet endroit est dangereux et malfamé. Donc voilà. Et du coup, pour presque terminer, puisque je terminerai au final avec la tour qui était quand même assez intéressant, à Deux-Rivières, donc on est revenu avec Perrine, Alanna, Maxime, Fail aussi, la nouvelle là que je trouve un peu suspecte, même si elle est très mimes, elle va super bien avec Perrine. Et donc on découvre notamment qu'ils vont aller libérer les deux sœurs de Matt et la mère. On a aussi Alanna qui se dispute avec Maxime, puisque depuis qu'ils ont perdu leur troisième Yvon, c'est plus vraiment l'amour fou. En plus, elle a une espèce de complexe de l'imposteur, syndrome de l'imposteur, où elle se sent pas assez puissante parce qu'elle a échoué contre l'Agent Noir. Mais en même temps, elle coupe le lien avec Maxime, ce qui est quand même une source de puissance pour les Aes Sedai. Donc il y a beaucoup d'émotions qui est mélangée avec cette espèce d'envie de devenir plus forte. Donc c'est un peu compliqué. Elle explique qu'elle a Manetheren parce que c'est l'endroit il y a une espèce de force dans le sang de Manetheren et tout. Donc ça c'est assez sympa, elle se cherche en fait, elle a été déstabilisée par sa défaite et par le deuil de Yvon. Et elle coupe carrément le lien comme ça sans le prévenir en mode ça y est, je l'ai coupé là il y a 2 minutes, ta gueule, va-t'en quoi. Et bizarrement juste après qu'elle ait fait ça, on a un cut qui nous ramène sur Lan, qui est donc avec Moiraine et compagnie. Et j'ai trouvé ça assez étrange et en même temps assez genre évident. Genre on parle de couper le lien, boum, Lan. J'en dirai pas plus, mais ça fait plusieurs fois, je trouve, qu'on nous tend la perche à ce niveau-là. Et donc, Perrine, il enjaille un peu tout le monde pour aller sauver, notamment les quelques Aiel qu'il y a avec eux, pour aller sauver donc la famille qui a été capturée par les manteaux blancs. Des gros tarés, évidemment. On découvre notamment celui que je pensais être un peu gentil, même Perrine le trouvait un peu gentil, là, le fils du gars qu'il avait tué, le général, à la fin de la saison précédente. Il va interroger à un moment la famille de Matt, et boum, on découvre que une des sœurs, évidemment, s'est manipulée. Donc sorcière, c'est la mère qui se dénonce, évidemment. Et là, on voit à quel point ce sont des monstres, c'est qu'ils l'ont carrément écorchée pour la faire parler, j'en sais rien, pour juste s'amuser, parce que c'est des gros malades mentaux. Aucune idée, mais ils l'ont dépecé, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, pour rajouter encore plus à la peine et à la colère de Perrine quand il vient sauver les filles et tout, c'est qu'ils ont en plus décapité plein de loups et ils exposent leur tête comme ça. Donc super fun, Perrine, il doit être à fond dans le fun. Et on découvre que bizarrement ce brouillard qui était assez un peu trop épais, assez étrange, en fait c'était Alanna qui le créait à côté, et comme ils ont un peu cette capacité de sentir la manipulation de la source du pouvoir, machin et tout, eh bien ils vont évidemment lui tendre une embuscade, l'attaquer. Elle est à ça de crever, mais inconsciemment, elle reconnecte le lien avec Maxime 5 flèches avant la fin du combat, donc ça c'est assez marrant, parce qu'il a dû les sentir, les 5 flèches, et elle a dû sentir celle qui s'est pris dans le dos aussi, mais donc voilà, il arrive, il la sauve, c'est assez mignon. Et surtout, on a encore ce côté, cette emphase en fait sur le lien. Et je trouve que vraiment Alanna, elle, avec évidemment ses gardiens, son gardien maintenant, elle sert vraiment à mettre l'emphase sur le fonctionnement, sur l'importance et sur la sensibilité qu'il y a derrière le lien entre une Aes Sedai et son ou ses gardiens. Pour justement que quand on commencera à en parler pour Nynaeve, pour Egwene et même pour Lan et Moiraine, ça va, je pense, prendre sens grâce à tout ce que Alanna nous aura mis en tête précédemment. Voilà. Et du coup, Perrine, évidemment, il est méga vénère. Il est pas au courant pour Alanna, mais avec tout ce qui se passe, il est méga vénère. En plus, l'autre arrive, qui au final, en fait, c'est juste un enfoiré comme les autres, même s'il a donné un peu cette illusion d'être pas si méchant. Ils se battent, Perrine se fait poignarder, Fail est méga forte, un vrai ninja, on dirait une Aiel, elle déglingue 4 ou 5 manteaux blancs pendant que Perrine, lui, juste, il se bat avec l'autre. Et même, elle plante le gars là, Dane,
alors qu'il vient de poignarder Perrine. Donc franchement la meuf trop forte. On sait pas trop comment tout ça va se solder puisque Perrine a été blessée, machin, bon on sait très bien que voilà. Mais je pense que la suite de leur arc ça va être évidemment de protéger les deux sœurs, puisqu'il y en a une des deux en plus qui manipule. Perrine est aussi poursuivie par les manteaux blancs, Fail aussi maintenant, même les Aiel et tout, sachant que si Dane meurt, ou en tout cas s'il est blessé convalescent et tout, ça va être le taré là, je me rappelle jamais son nom, le Renoir là avec sa bande blanche. C'est lui qui va prendre la tête des manteaux blancs, donc là on va partir vraiment en mode full inquisition, gros taré extrémiste, donc ça va partir en cacahuète très vite je pense. Et enfin pour terminer, l'arc que j'ai trouvé vraiment cool, en plus de celui évidemment Moiraine, Rand, Egwene et compagnie dans cet épisode, bien développé, qu'on n'avait d'ailleurs pas vu du tout de la semaine dernière, c'est donc la suite de la tour, avec donc Elaida qui tente encore de manipuler, de magouiller pour que la tour s'en prenne à Rand, le dragon, machin. Elle va réussir, comme elle est devenue l'espèce d'ambassadrice ou je sais plus quoi là de son Aja, elle rencontre Siwan et bizarrement elle est encore très très sympa avec elle, même si Siwa n'est pas non plus super cool, elle envoie du steak, mais bon, il faut pas que je dise qu'elle est mesquine, parce que apparemment c'est sexiste, donc voilà, il faut pas dire que les femmes parfois peuvent être mesquines, comme les hommes, hein, mais quand on dit que des femmes sont mesquines, apparemment c'est sexiste. Même si c'est quand même le cas, c'est même plus que de la mesquinerie à ce niveau-là, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Elle parle même de ses origines, que c'est une paysanne pêcheuse de la Cambrousse avec des cabanes toutes pourries, et que c'est ce qu'elle a fait de la tour et de ses appartements, une espèce de cahute au fond de la Cambrousse, donc super sympa la meuf. Donc elle manipule, et évidemment les autres, les quelques Aes Sedai qu'on a appris à connaître, notamment celle de la Jamaron, et celle aussi qui a perdu la mémoire tristement, elles vont monter un espèce de plan où, puisque Elaida va essayer de manipuler celle qui a perdu la mémoire, puisque officiellement elle est faible, enfin elle est affaiblie, du coup elle va réussir à apprendre qu'il y a deux Ajas noirs qui sont emprisonnés, ce que la chère d'Amirline, Siwan voulait, et son petit groupe c'est ce qu'elle voulait, et au moment où elle y est, bon elle y va, au final elle nous prouve qu'elle n'est pas une Aja noire, puisqu'il y en a une, elle la tue direct, l'autre, elle la torture jusqu'à savoir qui est la dernière Aja noire qui est toujours infiltrée, puisque effectivement on a la confirmation que le mensonge n'en était pas un concernant le fait que les Aja noirs sont en cœur de 3 et qu'elles en connaissent qu'une dans chaque cœur et tout, donc machin, et sauf qu'il y avait 4 cœurs, donc 12 Aja, enfin 12 Aes Sedai noirs, et ils en ont trouvé que 11, enfin il y en a que 11 qui se sont rebellés pendant leur espèce de révolution dans le premier épisode. Donc il y en a encore une qui est infiltrée, donc on découvre que ce n'est pas Elaida, et même pire c'est qu'au moment où la Sedai qui se faisait, enfin l'Aja noire qui se faisait torturer, allait balancer le blaze, enfin elle se fait poignarder et elle se fait tuer par un homme gris qui a été envoyé exprès pour les tuer avant qu'elle parle. D'ailleurs Elaida se fait poignarder, je pensais vraiment qu'elle allait crever, presque bien fait pour elle, mais au final c'est Siwan qui la sauve. Et l'homme gris il se fait poutrer comme une poupée de chiffon, donc voilà. Sauf qu'évidemment, on ne saura pas encore qui est cette dernière Aja noire infiltrée dans la tour. Mais potentiellement, au vu du regard et des deux mots qu'elles se disent à la toute fin, quand Siwan la sauve et la soigne, puisqu'elle lui dit en gros c'est ce que tu voulais, tu m'as en gros manipulé, t'as été plus forte que moi. J'ai l'impression qu'au-delà de l'accusation, il y a plus du respect, du genre ah ok, donc en fait t'es pas si niaise, t'es au courant de ce qui se passe, tu t'essayes de vraiment faire les choses comme il faut, et tu te laisses pas marcher dessus, tu te laisses pas faire, tu te laisses pas aller par le courant. Donc je pense qu'il y a moyen, au-delà de vraiment s'apprécier toutes les deux parce qu'elles ont vraiment l'air de se détester, vu les fions qu'elles s'envoient, mais je pense qu'il y a moyen qu'au moins elles arrivent à collaborer pour découvrir qui sont ou qui est la dernière Aja noire. Donc pour le coup intéressant, et voilà, donc je pense que ce sera à peu près le mot de la fin. Je trouve qu'il y a donc encore une fois il y a pas mal de thématiques qui sont intéressantes. On a notamment un épisode qui, comme je disais, pas beaucoup d'action, même si à toute fin on a une bagarre qui est un peu sympa avec Fail et tout, mais on a surtout pas mal de petites conversations entre les différents personnages qui permet de faire avancer les choses, de poser un peu de lore, pas trop, parce que voilà, la série elle s'étend pas non plus énormément là-dessus, elle a pas le temps, on a même pas le temps de montrer des phases d'entraînement d'Egwene, donc voilà. D'ailleurs pareil, Nynaeve elle va réussir, je pense, notamment grâce au petit coup de pied aux fesses qu'elle s'est pris par la capitaine du bateau. Je pense qu'elle va réussir à faire un peu son deuil et à se reprendre en main, et du coup à se refaire confiance, parce que c'est quand même une grosse partie de ça. Elle a une espèce d'obsession pour le pouvoir, elle se fait très peur par rapport à sa puissance, donc il faut d'abord qu'elle apprenne à se faire confiance, à son pouvoir, et après elle pourra à nouveau le remanipuler, donc ça c'est assez facile à deviner entre guillemets, surtout qu'elle lui est quand même bien rentrée dedans. Donc on a un épisode 5 qui est un épisode donc de mid-saison entre guillemets,
qui je pense fera peut-être lien avec l'épisode suivant, avant de rentrer vraiment dans le lourd comme la saison dernière où les 2 derniers épisodes étaient vraiment assez épiques et assez intenses. Donc je pense qu'on va partir sur une structure assez similaire, et là donc un épisode un peu mou, mais que j'ai trouvé très sympa, et encore une fois on est toujours sur une saison qui est vraiment au-dessus du niveau des 2 précédentes, que ce soit en termes d'effets spéciaux, même en termes d'écriture, je trouve que les choses sont mieux amenées. Le jeu d'acteur est cool, franchement, je trouve que vraiment, ouais, il y a je crois que je le dis presque toutes les semaines, mais il y a vraiment un glow-up au niveau de cette saison. Je sais pas du coup si la série fait vraiment un gros succès, fait beaucoup de vues sur Prime Video, mais en tout cas, je trouve que comparé aux saisons précédentes, ce qui est dommage, parce que peut-être que les gens ont lâché ou se sont même pas laissés tenter par les saisons précédentes, mais du coup, cette saison, elle commence à venir vraiment cool, et je pense que plus ça va avancer, plus ça va devenir encore plus cool, vu qu'on va avoir de l'épique, plein de belles choses, je pense, pour la suite, donc il faut espérer que ça fonctionne et que ça continue à aller dans ce sens-là toujours mieux. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, ça fait toujours très plaisir. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. La playlist consacrée à la roue du temps est disponible si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos et que vous ne les avez pas encore toutes vues. Et sur ce, encore merci et à très vite sur Anakaland. Bye.